4000. Du coup, allons-y, c'est parti. Alors, au niveau des news de la semaine, hein, il y en a énormément dont on a déjà parlé en stream, puisque oui, j'ai streamé, hein, ça faisait très longtemps. D'ailleurs, encore une fois, merci à tous ceux qui sont passés faire coucou, c'était super sympa. Mais comme je suis un peu con, vu le format qui a été fait en stream, c'était pas vraiment possible de l'exploiter. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, ça me fera gagner du temps. Bref, on aura quand même un gros couloir AMD, mais il y a aussi pas mal de choses du côté Nvidia, hein, donc allons-y. Alors, on commence avec AMD, qui va nous parler de l'upscaling nouvelle génération à la GDC 2022. Alors, il y en a certains qui pensent qu'ils vont probablement parler du FSR 2.0, il y en a aussi qui pensent que ce sera pas le cas et qu'ils vont parler de complètement autre chose. Quand on parle prochaine génération upscaling made in AMD, quand on sait qu'il doit y avoir une nouvelle version du FSR, ça paraît très logique que ça parle de FSR 2.0, mais bon, du coup on verra bien ce qu'il en ressort, mais ça devrait être intéressant quoi qu'il arrive. Puisque oui, hein, même si le FSR 1.0 ça fonctionne pas mal, ça marche sur pas mal de jeux maintenant, et aussi sur énormément de GPU, ça reste quand même un petit peu en arrière hein, au niveau de la qualité d'image par rapport au DLSS et possiblement aussi par rapport au XeSS d'Intel qui va débarquer lui aussi plus tard. Et on entend aussi de plus en plus parler que RDNA 3 aurait des unités de calcul dédiées à l'upscaling, hein, la future génération d'AMD. En toute logique, ça voudrait dire qu'on aurait une nouvelle génération de FSR améliorée par rapport à l'actuelle. Ça veut aussi probablement dire qu'AMD adoptera une politique un peu similaire à celle qu'a prévu de faire Intel, hein, c'est-à-dire que le XeSS ça fonctionnera mieux sur les machines avec le hardware dédié, mais ça pourrait aussi fonctionner sur plus de cartes graphiques, mais probablement moins rapide ou de moins bonne qualité, on ne sait pas encore, on verra bien, mais à mon avis, ça sera assez similaire à ce niveau-là. Et on continue côté GPU chez AMD, hein, on devrait bien avoir le refresh de RDNA 2 pour le 20 avril apparemment. Donc on aurait bien hein, la 6950 XT, la 6750 XT et la 6650 XT. Donc comme on l'avait déjà vu dernièrement, hein, c'est uniquement la puce complète qui devrait du coup bénéficier d'un refresh. Donc pas de 6850 XT ou compagnie, ça apparemment on n'y aura pas le droit. Et pas de 6550 XT non plus. Mais en même temps, personne n'en voulait. Même si bon, une 6500 XT avec 8 Go de RAM, ça aurait peut-être permis de pallier à certains de ces problèmes. Donc pour rappel, hein, le refresh en question, eh bien c'est exactement la même carte qu'avant avec de la RAM un petit peu plus rapide, hein, puisqu'on passe de la RAM 16 Gbps à de la RAM 18 Gbps. Très probablement qu'AMD va pousser un petit peu les limites de consommation ou les fréquences, généralement les deux sont liés, hein, pour pouvoir dire d'avoir un minima, un petit 10% de performance en plus par rapport à la carte classique. Puisqu'on sait, hein, de toute façon, vu toutes les révisions de 6900 XT qu'on a déjà vu passer, il est tout à fait possible de pousser la 6900 un petit peu plus haut. Donc pour la 6750, la même chose, hein, de la RAM plus rapide, probablement des fréquences un petit peu plus élevées, et pour la 6550 XT, c'est pareil. Bon, c'est pas très intéressant niveau refresh, je suis juste curieux de voir comment AMD va positionner ça au niveau tarifaire. Espérons que ce soit pas trop dégueulasse. Et au niveau du look, apparemment, la 6950 XT serait noire, un petit peu comme les 6800 XT Midnight Black Edition hein, qu'on avait vu passer sur le site d'AMD et qui était un modèle limité. Alors au niveau du refroidissement, hein, c'est exactement le même que tous les modèles de référence classiques, c'est juste que le châssis est noir. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus joli que le modèle argenté classique, c'est un petit peu plus sobre, moi ça me plaît plus, bon après c'est une question de goût. Hein. Sinon, côté processeur, hein, on avait déjà vu lors de la dernière vidéo que chez AMD, on aurait un florilège de nouvelles références niveau Ryzen génération 5000 et aussi des 4000. Et apparemment, il y en aurait encore plus que ce qu'on avait vu dernièrement, puisque ce serait pas loin d'une dizaine de processeurs au total qui devraient débarquer des nouvelles déclinaisons. Alors jusqu'ici, la gamme 5000 était très simple, hein, on avait quoi, 5 références. Bon bah là, ça va être un peu l'avalanche. Donc on aurait bien le 5800X 3D qui devrait débarquer assez rapidement et qui sera le plus puissant de tous les processeurs proposés ici. Par contre, hein, encore une fois, les modèles les plus intéressants, ce
seront les 5700X, les 5600, et en dessous, ben ce sera un petit peu au cas par cas. Par contre, il va falloir faire attention au niveau des modèles, hein, puisqu'il y a un petit peu de tout, et il y a plusieurs générations ou types de processeurs qui sont mélangés dans l'histoire. Du coup, ça va pas être très clair. Le 5700X, bah alors c'est juste un 5800X avec des fréquences un petit peu plus basses. Le 5600, c'est un 5600X avec des fréquences juste un petit peu plus basses, mais en dehors de ça, c'est exactement les mêmes. C'est juste qu'au niveau tarifaire, c'est beaucoup plus agressif. Par contre, hein, si on prend l'exemple du 5500 ici, alors quand on regarde les specs comme ça, on se dit, ben c'est juste un 5600 avec moins de cache, mais un 5600 avec moins de cache, eh bien c'est un 5600G, et ce sera du coup un 5600G sans partie graphique. Je ne dis pas que c'est pas bien, les 5600G, même sans partie graphique, c'est pas les plus mauvais processeurs, hein. Mais il y a quand même quelques petites différences par rapport aux 5600 juste au-dessus. Bon, comme bien souvent, hein, ce sera surtout une histoire de budget. Mais on aura aussi des processeurs de génération Zen 2, hein. On aura une sortie de Ryzen 4000, alors c'est quelque chose dont on avait déjà entendu parler assez régulièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'avais fait le relais à ce niveau-là, puisque dans un premier temps, ce qu'on avait entendu dire, c'est qu'AMD, ben, c'est les APU pour PC portable, hein, les Ryzen 4000 donc, qui étaient jamais sortis sur PC de bureau. Jamais sortis de manière officielle, hein, puisque par exemple, moi j'avais réussi à me procurer un 4350 GE chez LDLC par exemple, c'était disponibles, on pouvait les acheter. On n'avait juste pas de version boîte. Par contre, du coup, ben, ce sera le cas ici, hein, puisqu'on aura par exemple le 4600G. Alors le 4600G, en tant que processeur, évidemment c'est du Zen 2, donc c'est un petit peu moins efficace dans la grande majorité des applications par rapport au 5600G. Ben, le 4600G sera plus intéressant que le 5600G à ce niveau-là. Donc le 4500 juste en dessous, ben, c'est le 4600G sans partie graphique, avec des fréquences un peu moins élevées. Et le 4100, un 4600G castré avec uniquement 4 corps, 8 threads, proposé à un tarif de 100 balles, ce qui peut avoir un intérêt pour certaines personnes. Et on pensait que ça allait s'arrêter là, mais en fait non. On aura aussi apparemment du 5700 non X, un 5100 et un 4700. Et c'est là que ça devient un petit peu le bordel, hein, puisque le 5700, ben c'est pas pareil que le 5700X. Le 5700X, c'est un 5800X un petit peu moins rapide. Le 5700, et bien en fait c'est un 5700G sans partie graphique. Et le 5700G, c'est pas la même puce que celle qui équipe le 5800X ou le futur 5700X. Pourquoi ne pas avoir juste sorti le 5800 non X à la place? Je sais pas, ça aurait été beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, hein, surtout que celui-ci existe déjà, et comme on le voit ici, hein, ben c'est exactement le même que le 5700X. Et pour rajouter un petit peu de bordel dans la gamme, on a vu juste avant, on aura aussi un 5100, le 5100, et bien c'est pareil, hein, c'est un 5300G, donc 4 corps, 8 threads, mais là on n'aura pas la partie graphique du 5300G. Bon alors du coup ils auraient juste pu l'appeler le 5300, par exemple, c'était un petit peu plus simple et cohérent. Et comme on l'a vu juste avant aussi, on aura le 4100. Et le 4100, bah, je vous le donne en mille, c'est un 4700G, sans partie graphique. Donc au niveau de la cohérence des noms ici dans la gamme, bah franchement c'est n'importe quoi. Enfin bref, hein, ça devrait arriver assez rapidement, et j'avoue que ça fait vraiment beaucoup de nouveaux processeurs dans une gamme de prix assez serrée en fait. Je suis pas certain qu'il y en avait besoin d'autant. Ça permet surtout ici à AMD de faire les fonds de tiroir, hein. Il leur reste sûrement pas mal de Ryzen 7 4000, et les Ryzen 5000 c'est pareil, vu qu'ils sont passés maintenant sur les 6000 sur PC portable, il y avait sûrement de quoi alimenter un petit peu le desktop et de vider un petit peu ce qui est resté en stock. Sinon, le 5800X 3D, ça va arriver assez rapidement aussi, normalement à 450 $, ce qui était le prix officiel du 5800X avant. Il y en a qui pensent que c'est beaucoup trop cher, il y en a qui s'attendaient à ce que ce soit plus cher que ça. Personnellement, j'en attends pas grand chose de ce processeur. Pour avoir le dernier processeur le plus puissant en gaming de la gamme 5000 chez AMD, pourquoi pas, même si ça fait un petit peu cher. Et personnellement, je préfère avoir des performances un petit peu moins bonnes et prendre le futur 5700X qui coûtera, lui, probablement moins de 300 balles. Donc, pour le peu de différence qu'il y a, bon, on verra bien, on attendra les tests. Après, au niveau du 5800X 3D, on a aussi eu beaucoup de rumeurs cette semaine, comme quoi on pourrait pas l'overclocker. Après, on a entendu dire, ça sera peut-être overclockable quand même, avec certains softwares. Au final, on entend dire maintenant qu'il sera peut-être overclockable tout court, mais pas tout de suite. Bon, alors peu importe la raison, on verra bien du coup s'il sera overclockable ou pas.
Mais bon, quoi qu'il arrive, même si c'est overclockable, on pourra pas gratter grand chose à mon avis. On passe maintenant côté Nvidia avec la 3090 Ti. Souvenez-vous, elle était censée sortir entre guillemets au mois de janvier. Bon bah apparemment ça arrive fin mars. Alors après, est-ce que quelqu'un attendait vraiment cette carte avec impatience? Je sais pas. Si la carte vous intéresse, j'aurais plutôt envie de vous dire, ben passez votre chemin, hein. Il y a la suite qui arrive, même pas dans 6 mois. Quel est l'intérêt d'acheter cette carte-là qui va coûter très très cher et qui n'apporte pour dire rien par rapport à la 3090 classique. Et en même temps que la 3090 Ti, on a aussi entendu dire que la 3070 16 Go était annulée. Là, c'est peut-être un petit peu plus dommage puisque je la trouvais plus intéressante que cette 3090 Ti. Alors, on a aussi des news qui sont passées comme quoi Nvidia allait continuer de produire des RTX 3000 en même temps que les 4000. Bon alors j'ai envie de dire, comme d'hab en fait, hein, c'est sans surprise, je sais même pas pourquoi ils font des news à ce niveau-là, ça se passe à chaque fois, bien évidemment. Au moment de la sortie des RTX 4000, on aura, comme bien souvent, uniquement les modèles haut de gamme, voire très haut de gamme dans un premier temps. C'est tout à fait logique qu'NVIDIA continue de produire les modèles un petit peu moins puissants de la gamme 3000 jusqu'à ce que les futurs modèles débarquent en fait. La seule chose que l'on puisse espérer, c'est que les modèles RTX 3000 baissent de prix. À côté de ça, au niveau des fuites, on a aussi eu Morselo is Dead qui nous a fait une grosse vidéo à la suite du leak de chez Nvidia. Et il y a ce tableau qui se promène un petit peu partout depuis. Il faut se souvenir qu'ici ce sont des spéculations. On ne connaît pas du tout comment la gamme va être découpée chez Nvidia ou chez AMD non plus. Donc tout ce qui est là, ici, dans ce tableau, on peut pas vraiment dire que ce sera ça à 100%. Parce que bon, par exemple, sur le tableau chez Nvidia, oui, la 4090, ce sera très certainement la plus grosse puce en AD102. Lui, il a entendu dire au niveau de ses sources que la plus grosse carte de Lovelace en RTX 4000 pourrait consommer jusqu'à 600 watts. Alors ça me paraît pas impossible du tout, même si c'est vraiment beaucoup. Déjà 450-500 watts pour un GPU c'est énorme, 600 watts, enfin pour moi c'est beaucoup trop. Moi j'aime bien que mon GPU soit autour des 300 watts grand maximum. Là pour moi 600 watts, peu importe le niveau de puissance, moi perso je passe mon chemin. Mais pour le reste de la gamme, lui il pense que la 4080 sera sur l'AD102, ben moi j'ai envie de dire c'est pas forcément sûr à 100%. Ça dépend beaucoup de ce que Nvidia a envie de faire, puisque au niveau des specs, au niveau des perfs, la 4080 pourrait tout aussi être sur le AD103, puisque le AD103 dans sa configuration maximale devrait être plus puissant que la 3090 de la génération actuelle, et on pourrait assez facilement grappiller 10 voire plutôt 20% de perf par rapport à elle en utilisant la puce AD103. Et du coup tout le reste de la gamme en dessous, ben c'est pas certain que ce soit ce que l'on voit ici. Donc bon, c'est un petit peu tôt pour faire une déclinaison de gamme comme ça je pense. On verra bien, il y a encore quand même une paire de mois, même si on connaît la configuration des puces, ça devrait pas vraiment changer. Ce qu'on connaît pas, c'est la gamme dans son ensemble. Et c'est pas parce qu'on peut la découper de façon assez similaire à la gamme actuelle que c'est ce qui va se passer. Et au niveau de la gamme Navi à côté, c'est pareil. Là c'est full spéculation. Par contre, ce que l'on peut retenir, c'est qu'effectivement, au niveau de la RAM, sur la future génération AMD, on devrait être moins bon que sur la génération actuelle. Et ce sera très probablement un avantage côté Nvidia à ce niveau-là, ce qui est plutôt rigolo quand on sait que sur la gamme actuelle, c'était l'inverse complètement. Là sur la future gamme d'AMD, au niveau de la RAM on est moins bien servi, puisque bon, oui, sur les plus grosses puces on pourrait avoir jusqu'à 32 Go de RAM, sur les puces un petit peu plus mainstream, mais basées sur Navi 31, on en aura 16 Go comme actuellement. Par contre Navi 32, ce sera 12 Go, et on pourrait tout à fait avoir la 6800 XT sur ce Navi 32, ce qui veut dire que d'une génération à l'autre, on aurait perdu 4 Go de RAM, avec la 7800 XT et la 7800. Et Navi 33 c'est pareil, si c'est vraiment la 7700 XT, et bien là encore une fois on a perdu 4 Go de RAM. Surtout de ce que l'on a entendu, le Navi 33 au niveau des performances devrait être similaire à la 6900 XT actuelle, contre elle aurait que 8 Go de RAM au lieu de 16 sur la 6900 XT, ce qui est un petit peu dommage. La 6900 XT, c'est quand même une carte très puissante, c'est plus ou moins similaire à la 3080 Ti, 3090. Avoir une carte de ce calibre-là avec uniquement 8 Go de RAM, c'est un petit peu con. Il pourrait faire
une carte avec 16 Go de RAM en AV33, mais ça voudrait dire qu'il faudrait un design en clamshell, donc ça veut dire qu'on aurait des puces de RAM des deux côtés de la carte. Ça peut se faire, mais ça coûte cher, et je suis pas persuadé qu'AMD le fasse du tout. Donc cette future génération, au niveau des gammes, je pense qu'il faut surtout attendre de voir ce qu'on aura vraiment et à quel prix. Là c'est full spéculation, on sait pas trop où on va. Ce qui est certain, c'est qu'on aura un gros gap au niveau des performances des deux côtés. Les deux nouvelles générations de GPU vont être aux environs de 2 fois plus performantes que ce que l'on connaît actuellement. Après, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le tarif plus étrange, hein, c'est que d'un côté, on aura Nvidia qui aura plus de RAM qu'AMD, très probablement à performance plus ou moins similaire. Contre, AMD devrait conserver un avantage côté consommation. C'est le bordel. Toujours chez Nvidia, on passe vite fait là-dessus, hein, c'est plus côté business ici. Nvidia a racheté Excelero. Alors, c'est clairement pas le même calibre de rachat que le rachat de ARM qui a été annulé. Bon, ça n'a rien à voir non plus, hein, ici c'est plus... Excelero, c'est un fabricant de matos de stockage, hein, alors c'est spécialisation pour serveurs, je pense que pour nous, joueurs, ça changera rien du tout. Par contre, c'est très probablement très intéressant pour Nvidia du côté serveur. Au niveau du hack de Nvidia, alors je passe assez rapidement dessus, hein, mais apparemment maintenant, les données qui sont dans la nature servent aussi à faire des certificats de drivers et compagnie qui sont frauduleux. Du coup, faites attention quand même où vous procurez vos drivers, prenez-les toujours sur le site officiel, hein, c'est important, on sait jamais. Mais je voulais surtout revenir sur une rumeur hein, que j'entendais à droite à gauche, comme quoi le hack de Nvidia était un coup de pub. Enfin les gars, vous êtes tarés, enfin si vraiment vous pensez que ce soit le cas, faut redescendre un petit peu. Hein. Nvidia ne va pas distribuer le code source du DLSS dans la nature pour se faire de la pub, ça n'a aucun sens. Et la fuite de toutes les specs des futurs RTX 4000, je suis pas certain qu'Nvidia avait envie que ça fuite dans le code source du DLSS avait été fuité. Ça peut pas être un coup de pub, faut arrêter d'être con. On continue chez Intel avec les GPU Arc qui sont apparemment repoussés pour mai-juin. Alors ça revient un petit peu avec ce que je disais dans une autre vidéo, hein, où je parlais des cartes d'Intel et comme quoi c'est un petit peu la merdasse, et qu'au niveau des performances, ce serait peut-être pas aussi bon que prévu. Bon alors ça on attendra de voir, mais on voit que clairement, hein, c'est pas si simple que ça, et encore une fois, hein, ce qui bloque le plus, tout le monde s'accorde à le dire dans le milieu, hein, c'est les drivers plus que le matériel. Pas dire qu'on n'aura pas d'autres cartes ARC avant le DG2 512, hein, la plus grosse puce, on aura peut-être d'autres trucs avant, mais à mon avis ce sera quelques miettes et ce sera très probablement les puces beaucoup moins puissantes. Alors c'est un petit peu dommage, hein, puisque ça arrive vraiment très tard, hein, là on sera vraiment qu'à 3-4 mois des nouvelles générations des concurrents. Bon là ils arrivent un petit peu après la guerre quand même, hein, même si on sait que Battlemage qui devrait faire suite à Alchemist, cette première génération de GPU Intel, ça devrait débarquer assez vite derrière, mais on aurait même tendance à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de sortir ces premières cartes si elles ont une durée de vie de même pas 1 an? Bon, on sait qu'Intel ils le font sur les processeurs, ils le feront peut-être ici aussi. En arrivant si tard, hein, il faudra vraiment que les prix soient très agressifs, et il faut espérer aussi qu'au niveau des performances, ce soit pas aussi mauvais que ce qu'on a entendu au niveau des rumeurs dernièrement. Alors news un petit peu plus rigolote, hein, on a les Chinois qui fabriquent des RTX 3060 pour PC de bureau, pour miner, à partir de RTX 3060 de PC portable. Donc en gros, hein, ils prennent les puces et les cartes prévues pour PC portable et ils les transforment en cartes pour PC de bureau, pour miner, comme on le voit ici. Alors du coup, on n'a qu'une seule sortie vidéo, mais c'est quand même très ingénieux. Et là, vous vous dites, quel est l'intérêt? Ben, c'est déjà que ce sont des GPU non LHR qui n'ont que 6 Go de RAM, ce qui est suffisant pour miner. Et au niveau du tarif, ben, c'était certainement un petit peu moins cher que les modèles à 12 Go. La 3066 Go n'a pas existé officiellement en PC de bureau. Les Chinois l'ont fait. Et autre produit un petit peu what the fuck, hein, on a Honda, qui est probablement une marque chinoise aussi, qui nous a créé une H610M+, hein, le H610, c'est le chipset le moins cher côté Intel pour la nouvelle génération, et cette carte mère a un support à la fois pour la DDR5 et la DDR4. C'est assez intéressant et c'était pas censé arriver. Dans le passé, hein, on avait ASRock hein, qui nous faisait des trucs un petit peu dans le même style, hein. On avait même eu des cartes mères ASRock avec le support de 2 générations de processeurs, enfin 2 sockets différents sur la même carte mère, j'en ai une, mais là, ça aurait pu être intéressant pour certaines personnes, hein. On aurait juste pu changer
la DDR4 pour la DDR5 plus tard, même si ça n'a pas grand intérêt. Par contre ici, le gros problème, hein, c'est qu'on peut mettre qu'une barrette de chaque, et je suis pas certain qu'on puisse mettre les deux en même temps. Et surtout que de mettre une seule barrette de RAM sur une carte mère, bah ça offre pas les meilleures performances possibles, hein, donc l'intérêt de ce truc, j'ai un peu de mal à voir. Et on termine avec MSI et les water cooling MSI Mag Core Liquid 240R et 360R qui ont apparemment un défaut de fabrication, ce qui fait que les performances de ceux-ci sont pas bonnes du tout. À partir d'un certain moment, il y a des dépôts apparemment dans le circuit, ce qui fait que les perfs sont un peu dégueulasses. Du coup, MSI rappelle ces lots de water cooling défectueux. Donc si vous possédez un de ces water cooling, hein, je vous invite quand même à vous renseigner sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais faites attention quand même, hein. Bon, il ne devrait pas y avoir de problème de surchauffe qui pourrait amener à un drame au niveau de votre processeur, hein, puisque normalement ça se coupe tout seul avant, mais bon, faites attention quand même, et rapprochez-vous de MSI si vous possédez les lots qui posent un problème au niveau de ces water cooling là. Et puis voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, j'espère qu'il y a des news qui vous auront intéressé dans le lot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, si vous voulez soutenir la chaîne. C'est pour la thune, voilà. Bref, on se retrouve assez rapidement pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut.